Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères, toujours dans la suite du cours du virus à ARN. On a déjà vu VIH, SIDA. Cette fois-là, on va voir les coronavirus. On va voir leurs caractéristiques physico-chimiques, leurs pouvoirs pathogènes, et on va donner quelques exemples sur les agents pathogènes les plus fréquemment retrouvés dans la pratique médicale. Toujours, les liens sont disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner, partagez les vidéos avec vos camarades, laissez vos commentaires concernant la qualité des vidéos et on commence. La famille des Picornaviridae, ce sont des virus pathogènes pour l'homme et certains animaux. Le terme pico veut dire petit. RNA acide ribonucléique, donc il a acquis la nomenclature du picornavirus. C'est un petit virus à ARN simple brun qui a une polarité positive. Donc il est directement pathogène, ce Picornaviridae. Cette famille des Picornaviridae sont des petits virus à ARN avec une polarité positive, un capside symétrique icosaédrique et bien sûr sont des virus nus, il n'existe pas d'enveloppe. Donc les Picornaviridae sont des petits virus à ARN, polarité positive, capside asymétrique icosaédrique et ils sont des virus nus non enveloppés. Maintenant, les Picornaviridae sont divisés en 5 genres. Le premier genre, le plus fameux, c'est les entérovirus. Comme leur nom indique, entéro, ils ont un tropisme intestinal. Les rhinovirus, comme leur nom indique aussi, tropisme des voies aérodigestives supérieures. L'hépatovirus, c'est le virus de l'hépatite A. Et les aftovirus et les cardiovirus. Donc, ces Picornaviridae sont divisés en 5 genres: entérovirus, rhinovirus, hépatovirus, aftovirus et cardiovirus. On va donner quelques exemples sur l'entérovirus, le rhinovirus et l'hépatovirus. Maintenant, passons pour les propriétés physico-chimiques des Picornavirus. Donc, ce sont des virus nus. Donc, il n'y a pas d'enveloppe. Comme je vous ai dit, l'enveloppe, c'est pas un élément de protection. C'est un élément de vulnérabilité, de faiblesse. Donc, ces virus nus sont très résistants dans le milieu acide. Ils résistent à l'alcool à 60 degrés de concentration, les éthers et les détergents. Donc, c'est un petit virus nu, mais il est très résistant dans le milieu extérieur. Il se conserve quelques semaines dans l'environnement et des années à une température de 20 degrés Celsius. Donc, ces Picornavirus, ils sont très résistants dans le milieu extérieur à cause de son capside qui lui donne le caractère de résistance. Ils sont seulement détruits par les oxydants. Exemple, c'est l'hypochlorite de soude, le formol ou bien les ultraviolets. Donc, ce sont des petits virus, mais ils sont très difficiles à détruire. Ils résistent les pH acides, l'alcool, l'éther et les détergents. Ils sont sensibles qu'aux oxydants, ou bien le formol ou les ultraviolets. Ça, c'était brièvement les caractères physico-chimiques des picovirus. Gardez-vous en tête que ce sont des virus très résistants dans le milieu extérieur. Maintenant, on va détailler quelques genres. Commençons par le genre entérovirus. Donc, comme leur nom indique, entéro, donc ce sont des virus qui ont un tropisme pour le tractus digestif et le système nerveux. Leur classification usuelle repose sur des caractères antigéniques. On a le poliovirus, ça c'est une maladie avec dégénérescence musculaire avec des séquelles sur le système nerveux central qui est un problème de santé publique, le poliovirus. Deuxièmement,
l'antirovirus qui est non poliomyélitique. Donc, le poliovirus, il est responsable de la poliomyélite, malheureusement. Deuxièmement, la sous-famille ou bien le groupe des antirovirus non poliomyélitiques, c'est le VNP. Il existe 23 espèces de Coxsackie-virus A, 6 souches de Coxsackie-virus B, 28 souches de Ecovirus et 4 antirovirus nommés de 68 à 71. Et dernièrement, les souches non typiques, non typables, de plus en plus fréquents. Le typage des souches ne permet pas une identification précise des antirovirus. Donc, les antirovirus sont des familles vastes. Ils contiennent plusieurs agents pathogènes. Elle est responsable de la fameuse poliomyélite. C'est le type poliovirus. L'antirovirus qui contient plusieurs souches. C'est la famille des Coxsackie, des écovirus et les 3 antirovirus numérotés de 68 à 71. Maintenant, l'épidémiologie des antirovirus. Le réservoir est humain et surtout les enfants. La transmission, elle est féco-orale surtout, donc ce sont les mains sales. C'est la mauvaise hygiène. Ça, on trouve toujours dans les enfants, ils ont une mesure d'hygiène, ou bien une mauvaise hygiène. C'est pour cela on voit la dissémination de ce virus, surtout chez les enfants. Parfois, elle est aérienne. Ça, c'est le cas du Coxsackie A21 et A24. Des infections respiratoires. L'antirovirus 70 qui donne des conjonctivites et hémorragiques. Donc, le mode de transmission le plus fréquent, c'est féco-oral. Parfois, il est aérien. Et ce sont des virus ubiquitaires qui existent partout. Donc, ubiquitaire veut dire partout. Donc, ce virus existe dans le monde de façon disséminée. Maintenant, passons au pouvoir pathogène des antirovirus. Notez que les infections à antirovirus sont souvent asymptomatiques. Et les infections aux antirovirus non poliomyélitiques, ils sont responsables d'une pathologie variée. Ils sont responsables de manifestations neurologiques, manifestations cardiaques et musculaires, manifestations cutanées, rhinopharyngées et des infections néonatales. Donc, les antirovirus non poliomyélitiques sont responsables de plusieurs pathologies, de pathologies variées, des manifestations neurologiques. Là, on est en train de parler de méningite lymphocytaire de l'enfant et de l'adulte, de l'encéphalite à l'antirovirus, qui est rare mais peut compliquer un tableau de méningite. Cette méningite qui survient principalement en été ou à l'automne. Elle régresse sans séquelles, mais parfois elle peut se compliquer d'une encéphalite qui va compliquer le tableau de ce méningite. Donc, premièrement, l'antirovirus ont des manifestations neurologiques, c'est de la méningite. Et surtout en été et en automne, elle régresse sans séquelles, mais parfois elle est compliquée d'une encéphalite. Ça, c'est pour les manifestations neurologiques. Maintenant, des manifestations cardiaques et musculaires. Donc, on est en train de parler de myocardite et de péricardite. Surtout sont l'espèce Coxsackie-virus B1 et B5. Ces antirovirus sont également à l'origine de cardiomyopathie chronique. Donc, l'antirovirus peut toucher le système nerveux central ou bien donner des manifestations neurologiques. C'est de la méningite et l'encéphalite. Cette fois-là, ils peuvent manifester sous forme cardiaque et musculaire et même des cardiomyopathies qui vont devenir chroniques. Aussi, ces antirovirus ont des manifestations cutanées et muqueuses.
c'est le fameux syndrome de main, pied, bouche, surtout les espèces Coxsackie A9 et A16. La conjonctivite hémorragique, l'agent pathogène là, c'est l'antirovirus 70 ou bien le Coxsackie virus A24. Aussi, on peut remarquer des rhinopharyngites et des infections respiratoires causées par ces antirovirus et des infections néonatales. Là, c'est de la fièvre, un tableau de septicémie avec atteinte polyviscérale et c'est grave. Donc, l'antirovirus n'a pas de manifestations cliniques précises. Les manifestations se varient, peuvent être neurologiques, cardiaques, cutanées, rhinopharyngées ou bien des infections néonatales pour ce genre d'antirovirus qui est vaste. Maintenant, on passe à la poliomyélite ou bien à l'infection au poliovirus. Ça pose un problème de santé publique qui nécessite une vaccination dès l'enfance ou bien dès les premiers mois de vie. Donc, les infections à poliovirus sont le plus souvent limitées à la poliomyélite abortive. C'est une fièvre avec une symptomatologie intestinale et plus rarement des méningites. Mais parfois, on va avoir la forme paralytique. C'est l'expression la plus grave de l'infection. Elle est rare, 1% des infections, mais c'est une forme grave. Après une incubation 4 à 10 jours, on va voir des paralysés flasques apparaissant ou bien précédés par des douleurs musculaires et ils sont irréversibles. Donc l'enfant va subir une paralysie qui est définitive malheureusement. Donc les séquelles fonctionnelles importantes, c'est de l'amyotrophie ou bien l'atrophie directe d'un membre total et ça va avoir des séquelles fonctionnelles sur la marche, sur la vie quotidienne de ce patient. Malheureusement, l'enfant va subir une paralysie irréversible dans toute sa vie. Donc, le diagnostic de la poliomyélite antérieure aiguë est une urgence pour le patient et pour son entourage. Donc, c'est la poliomyélite, c'est la paralysie. Donc, vous voyez que le poliovirus peut donner des séquelles fonctionnelles importantes chez l'enfant. C'est de la paralysie, c'est de l'amyotrophie totale des membres. Donc, c'est une urgence. C'est pour cela, c'est l'intérêt de la vaccination précoce au premier mois de la vie. Ça, c'était l'infection à poliovirus. Passons au diagnostic direct. Les prélèvements, donc c'est une transmission orofécale. On va faire des prélèvements des selles, des gorges. On peut faire un prélèvement du LCR en cas des atteintes neurologiques ou bien des méningites, les lésions cutanéo-muqueuses, liquide broncho-alvéolaire en cas de rhinovirus, les conjonctives et les liquides amniotiques. Donc ça, les conjonctives, c'est dans le terrain de conjonctivite hémorragique. Le liquide amniotique, c'est dans le terrain de recherche d'une infection néonatale. Ou bien le sérum pour la sérologie. L'isolement des antirovirus sur culture cellulaire, elle est la technique de référence par sa sensibilité. Aussi la détection du génome des antivirus par la PCR, surtout dans le liquide céphalo-rachidien. Maintenant, le diagnostic indirect, il n'a pas de grand intérêt. Le diagnostic, gardez-vous en tête, le diagnostic de antirovirus, il est basé sur l'isolement sur culture cellulaire ou bien c'est la PCR. Ça, ce sont les deux méthodes fidèles ou bien les deux techniques de référence pour le diagnostic direct de l'antirovirus. Ça, c'était l'antirovirus. Brièvement, quelques points forts sur la première espèce ou bien la première sous-famille des Piconaviridae. Maintenant, on passe au deuxième genre. C'est le genre rhinovirus. Comme leur nom indique, c'est la cible
Le rhinovirus, c'est quoi? C'est de l'épithélium nasal. Donc son pouvoir pathogène, son réservoir est l'enfant. La cible du rhinovirus, c'est l'épithélium nasal. Elle va donner une coryza, des rhinites, avec parfois hyperréactivité bronchique. Le diagnostic virologique est simple. C'est un diagnostic direct. C'est l'isolement dans la culture ou bien c'est de la PCR. Donc, rien n'est spécifique. Le rhinovirus touche l'épithélium nasal. Il donne des rhinites, des coryza, parfois des hyperréactivités bronchiques. Son diagnostic est le même comme les antivirus. C'est de la culture cellulaire et de la PCR. Et le diagnostic indirect n'a pas d'intérêt. La sérologie n'est pas indiquée là pour le diagnostic des entérovirus ou bien des rhinovirus. Maintenant, notre exemple, dernier exemple, c'est le genre hépatovirus. Il existe un seul sérotype. Donc, par contraire, ou bien contrairement aux antivirus qui ont été variables de multiples sous-espèces. Là, dans ce genre hépatovirus, il n'existe qu'un seul sérotype. C'est le virus de l'hépatite A. Il est résistant. Il est très résistant à la chaleur, à l'éther, aux doses de chlore utilisées pour la chloration habituelle des eaux et de boissons. Et la transmission, cette fois-là, par contre, de l'hépatite B, la transmission-là, elle est féco-orale, bien orofécale. Donc, ce sont les mains sales, c'est les os souillés, c'est la mauvaise hygiène. Ça, c'est le mode de transmission de l'hépatite A. Maintenant, son pouvoir pathogène. Après une période d'incubation, en moyenne de 30 jours, son expression clinique est influencée par l'âge du sujet. Donc, chez l'enfant, ce sont des formes inapparentes ou bien pseudo-grippales, mais chez le sujet adulte, ce sont des formes ictériques les plus fréquentes et asthéniantes. La complication à craindre ici, c'est l'hépatite fulminante, mais il n'existe pas un risque de cirrhose ou d'hépatocarcinome. Donc l'hépatite A se diffère à l'hépatite B. Dans l'hépatite B, dans le cours précédent, on avait dit que le risque, c'est le passage à la chronicité avec un risque de cirrhose ou bien d'hépatocarcinose. C'est le carcinose hépatocellulaire. Cette fois-là, dans l'hépatite A, il n'existe pas d'un passage chronique, mais le risque là, c'est de l'hépatite fulminante. Le diagnostic de l'hépatite A, c'est le diagnostic indirect qui est utilisé le plus souvent. Le dosage des anticorps de type IgM, ils vont persister 8 à 12 semaines après l'infection. Ou bien le diagnostic direct, c'est la détection de l'antigène, c'est de l'ELISA, c'est de l'EPCR, mais en pratique courante, cette recherche est sans intérêt. On est juste limité à diagnostic indirect, c'est le dosage des anticorps de type IgM. Gardez ça en tête. Maintenant, le dernier titre, c'est la prévention contre l'hépatite A. Donc, c'est une maladie à transmission féco-orale. Le respect de mesures d'hygiène universelles primordiales. Mais il ne suffit pas. Il existe heureusement une vaccination qui est bien tolérée et très efficace. Ça, c'était le cours des Piconaviridae. On a vu quelques agents pathogènes de cette famille qui est vaste. On a vu les antivirus. On a vu la fameuse poliomyélite. Gardez ces points forts en tête. On a vu le rhinovirus et on a terminé avec les virus de l'hépatite A. Gardez la différence entre les manifestations cliniques ou bien les séquelles entre l'hépatite A et l'hépatite B. Ça, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui.
J'espère que la vidéo était claire. J'espère qu'elle était facile. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Les liens sont disponibles dans la description. Merci pour votre attention et bon courage.